crise climatique, inégalité sociale, crise économique ou même migratoire, ou encore surconsommation. Mais quel est le point commun entre toutes ces crises? La réponse, le capitalisme. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, mais surtout de dénoncer les dérives de notre système économique et social. Prenez de quoi écrire, asseyez-vous confortablement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de réellement se lancer sur ce sujet de dénonciation de notre système, il faut déjà le comprendre, mais surtout comprendre son origine. Le capitalisme naît déjà aux alentours du XVIIIe siècle. Adam Smith posera les fondements en 1776 dans La richesse des nations. Il parlera de marché libre, de division du travail, mais surtout d'avantages comparatifs. Un siècle plus tard, en 1886, Karl Marx en fera la critique dans son livre Le Capital. Mais le capitalisme moderne prend réellement forme à partir du 19e et du 20e siècle, avec l'industrialisation, la mondialisation, mais surtout la chute des monarchies et la perte d'influence du clergé. Le capitalisme s'impose comme le nouveau système économique d'abord et puis plus tard social principal de notre monde. Petit à petit, le travail n'est plus un choix, mais une nécessité pour la croissance économique. L'obsession du PIB et de notre croissance fait que petit à petit, le travail devient une nécessité. Vous ne travaillez plus dans votre ferme ou dans votre petit magasin, vous ne travaillez plus avec vos outils, mais maintenant vous travaillez dans des usines, à la chaîne, avec plein d'autres personnes, un salaire imposé et des outils imposés. Vous n'avez plus vos outils, mais un patron vous les prête. Le travail devient alors une charge plutôt qu'un loisir, devient une nécessité et une obligation plutôt qu'un choix. À la fin du XXe siècle finalement, c'est une petite bourgeoisie enrichie qui détient tous les moyens de production. Et finalement, les travailleurs pauvres en deviennent alors dépendants. Maintenant que nous avons abordé l'origine de notre système, il faut maintenant comprendre ses fondements, les valeurs. Qu'est-ce que le capitalisme? Alors on peut le voir déjà sur deux plans, le plan économique et le plan social. Sur le plan économique, le capitalisme se définit par un libre marché, c'est-à-dire chacun peut entreprendre son entreprise, une concurrence entre toutes les entreprises, un monopole, mais aussi peu ou aucune intervention de l'État. C'est pas l'État qui doit fixer les prix, mais l'offre et la demande qui doivent la fixer. L'État ne doit pas non plus intervenir, ni même aider, ni même quoi que ce soit. L'économie doit s'entreprendre toute seule. Finalement, on peut traduire la logique capitaliste par une méthode qui est de minimaliser les coûts pour maximiser les profits. Maintenant, sur le plan social, le capitalisme se traduit par des discours individualistes qui prônent la méritocratie, la réussite individuelle. Si vous réussissez, c'est parce que vous l'avez voulu, parce que vous vous êtes donné les moyens. On nommait la région, on nommait les zones de guerre, on nommait la crise climatique, on nommait la classe populaire, enfin la classe sociale, on nommait tous les paramètres. Votre réussite ne tient qu'à vous. Le capitalisme nous fera aussi donc une forte individualisation des combats, mais surtout donne un intérêt à tout. Ce que nous entreprenons, ce que nous disons, ce que nous pensons, tout doit avoir un intérêt. Finalement, on peut résumer grosso modo le capitalisme par une idée qui est la recherche constante de profit individuel et dans son cumul sans limite. Mais notre système actuel, bien que défendu comme le plus prospère, le meilleur, le plus adapté, le plus économique, cache finalement beaucoup de défauts. Des défauts que l'on cache, qu'on omet, qu'on oublie, mais qui pourtant influencent énormément nos sociétés, notre futur, notre santé et nos rapports sociaux. Tout d'abord, on pourrait déjà parler des inégalités. Notre système tend mécaniquement à creuser les inégalités. Les détenteurs de capital ont beaucoup plus facile à avoir de l'argent que des personnes pauvres. Plus vous en avez, plus vous aurez simple à avoir de l'argent. C'est le principe du cumul du profit, le cumul du capital, le principe du capitalisme. Plus vous avez de l'argent, plus vous aurez simple. Mais moins vous en avez, moins ça sera simple. Et cela est prospère pour les inégalités, car les personnes riches, le reste, et les personnes pauvres, le reste.
Mais on peut aussi parler de ces familles richissimes qui continuent à garder leur argent en échappant aux impôts comme beaucoup de riches, mais surtout grâce aux héritages. Et finalement, énormément de personnes qui pour autant prônent la méritocratie sont en réalité juste des riches héritiers de papa et maman. Des grands capitaux qui se concentrent au sein des mêmes familles. Mais on voit aussi ça avec des entreprises. Les grosses entreprises ont beaucoup plus facile à garder de l'argent et restent riches en rachetant par ailleurs les plus petites entreprises. Ensuite, l'obsession du PIB, de la croissance économique au détriment des services sociaux, de la sécurité sociale ou même de l'égalité ou tout simplement des classes populaires devient petit à petit une monnaie courante. On va sacrifier les services publics, on va sacrifier les aides sociales, on va sacrifier les classes populaires pour pouvoir avoir une croissance économique et un PIB plus grand, pour pouvoir permettre aux riches finalement de gagner encore plus d'argent. Finalement, contrairement au discours courant qui prône l'idée d'une égalité salariale, mais surtout qui prône l'idée que les riches payent autant et gagnent autant qu'un pauvre, est factuellement faux, et l'écart se creuse avec le temps. Mais cela aggrave aussi les inégalités entre les continents. Les continents déjà riches il y a plusieurs siècles, comme l'Occident, continuent de concentrer l'essentiel de ses richesses mondiales. Aujourd'hui, l'Occident détient environ 50% des richesses mondiales, alors qu'elle ne représente que 15% de la population. Une certaine population riche vit alors correctement, au détriment des autres populations plus pauvres qui travaillent pour elle. Mais au sein des populations mondiales, les inégalités sont aussi visibles. Les 1% des plus riches détiennent alors 50% des richesses mondiales, alors que les 99 autres pourcents doivent alors se partager les 50 restants. En dessous des 0,7% les plus riches, qui détiennent déjà 44% des richesses mondiales, 7,9% ont déjà une richesse personnelle allant de 100 000 à 1 million de dollars, détenant ainsi 41,3% des richesses mondiales. D'ailleurs on y reviendra, mais ces élites riches qui détiennent énormément de capital n'ont pas peur de le gaspiller, de l'utiliser pour leurs biens, pour leur vie et pour leur petite vie. Jets privés, bateaux polluants, même influence politique pour l'extrême droite, les ultra riches se font un petit plaisir. Au détriment des 99%, les 1% prospèrent. Un autre facteur qui induit les inégalités sociales, mais aussi la crise climatique, on peut parler de la délocalisation des industries. Les grandes entreprises n'ont pas peur, pour maximiser leurs profits, de bouger leurs industries dans d'autres pays. Là où la couverture sociale est beaucoup moins grande, là où les droits du travail prospèrent beaucoup moins, là où les règles climatiques sont beaucoup moins fortes, ils n'ont pas peur de détruire l'environnement d'une ville, ils n'ont pas peur de frôler l'esclavagisme moderne pour maximiser leurs profits. D'ailleurs, l'Organisation mondiale du travail estime que 27,6 milliards millions de personnes sont actuellement sous travail forcé pour des grandes industries telles que Temu, Chine ou encore AliExpress, Bershka, H&M. Mais en termes d'environnement, la délocalisation est aussi un fardeau. En plus de faire chuter l'économie locale et des villes dans lesquelles elles étaient présentes, elles détruisent l'environnement des pays environnants. Si on regarde en Inde ou en Chine, là où nos entreprises européennes ont tendance à se délocaliser pour une main-d'œuvre moins chère, la pollution est extrême, les déchets sont extrêmes tout simplement parce que les réglementations ne le sont pas comme en Europe. Et pour maximiser le profit, ils n'ont pas peur d'aller détruire la vie de populations qui travailleront pour un continent plus riche. La dimension écologique est elle aussi un des facteurs les plus brutals de l'impasse de notre système. Croissance infinie dans un monde aux ressources finies conduit inéluctablement à la chute de notre biodiversité. Notre vie, qui est pourtant essentielle, est vendue pour une croissance et un PIB plus grand. À titre d'exemple, depuis les années 70, notre biodiversité a chuté de 70%. Biodiversité pourtant essentielle, car elle est à la base de notre alimentation. Si notre biodiversité chute, notre vie en tant qu'humain, en tant qu'homme, finira par elle aussi flancher. Et elle commence déjà petit à petit à flancher. Par ailleurs, les ultra-riches n'ont pas peur de polluer. Et finalement, c'est une petite poignée d'hommes riches et de grandes entreprises qui polluent pour la moitié de nos émissions de gaz. Ce sont les ultra-riches avec leurs grandes entreprises, comme Total, comme Shell, ou comme Jeff Bezos, qui n'ont pas peur de dépenser un maximum pour polluer. Quand on regarde les fusées, par exemple avec Elon Musk, ce sont des fusées qui polluent énormément, mais qui ne sera jamais rendu coupable de ces actes anti-écolos. Par ailleurs, si on parle de croissance, on ne parle quasiment jamais de nature. Et là est un point énormément important pour notre écologie.
Prenons l'exemple, on va prendre un arbre. Un arbre est utile. Il nous sert à respirer, il solidifie nos sols, il empêche les inondations, il cache la biodiversité, il nous donne des fruits, il nous donne de l'oxygène, il purifie notre air, il nous permet de refroidissement. Mais il n'a aucune valeur. Lorsque l'on parle de PIB, on ne parle pas de nature, qui pourtant est essentielle, qui pourtant donne de la réelle valeur. Mais cet arbre, une fois coupé, mort, qui ne servira plus à rien, par contre, là gagne de la valeur et rentre dans le PIB. Des pays qui ont un PIB super haut pourraient pour autant n'avoir aucun arbre, aucune vie, aucune santé, parce que cela n'est pas compris dans la croissance économique d'un pays. Et cela est un fardeau. Comment pouvez-vous prendre l'écologie comme un sujet sérieux quand celle-ci n'est même pas considérée dans l'évolution de notre société ? Comment considérer l'écologie quand elle-même n'est pas considérée dans notre économie, malgré son impact essentiel sur nos vies ? Encore une fois, c'est encore une petite poignée d'acteurs, individus même, qui polluent pour une énorme partie. On peut illustrer par ailleurs avec certains chiffres. Selon des rapports récents, les 10% les plus riches seraient responsables d'environ la moitié des émissions mondiales. Le 1% le plus riche émettrait à lui seul autant, voire davantage, que plusieurs milliards de personnes pauvres réunies. De plus, des bases de données comme Carbon Major montrent que quelques dizaines de centaines d'acteurs d'extraction, pétrole, gaz, charbon, expliquent une grande partie des émissions industrielles historiques. Autrement dit, l'essentiel des dégâts climatiques est concentré entre les mains d'un petit nombre d'acteurs économiques. Un autre point qui est une dérive de notre système, l'individualisation. Notre capitalisme instruit dans nos sociétés un individualisme profond, chacun pour soi. Si vous réussissez, comme j'ai pu déjà le dire, c'est parce que vous l'avez voulu, vous avez travaillé pour, et donc voilà, si vous avez pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est un discours qui est très répandu au sein des politiques. Par exemple, si on prend le mouvement réformateur en Belgique et qu'on a Georges-Louis Boucher, il vous dira cela, qu'il est simple de trouver un boulot, il suffit juste de le vouloir. Et que finalement, si vous êtes au chômage, c'est parce que vous l'avez voulu. Ça, c'est une dérive du capitalisme. Mais on peut aussi parler de l'individualisation de nos combats. Le fait de croire que seul, tout pourra changer. Le fait de croire que si vous triez vos déchets, ou que vous ne prenez pas l'avion, tout changera. Alors effectivement, il faut trier ses déchets, il faut ne prendre un minimum l'avion, mais le capitalisme est assez fort parce qu'il donne la responsabilité au consommateur. Il dit que finalement, c'est le consommateur qui pollue, parce que c'est lui qui demande, donc c'est eux qui produisent, pour nous, donc c'est nous la fautif. On nous fait croire que c'est mal de prendre l'avion, malgré le fait que nous, on ait pris une fois l'avion sur 10 ans et qu'on a dû économiser pour. En réalité, le capitalisme est assez fort parce que, en isolant nos combats, il s'échappe lui-même de ses propres responsabilités. Alors, on regarde ceux qui prennent l'avion, mais on oublie tous ces riches et ultra riches qui prennent les jets privés. À titre de comparaison, chaque vol en jet privé, chaque vol privé, dépense 5,9 tonnes de CO2 à lui seul. Pour des distances, pour 55% de ces vols, pour des distances de moins de 750 km. À titre de comparaison, les 5,9 tonnes, c'est l'équivalent de 23 000 trajets en voiture diesel, ou l'équivalent de 16 allers-retours Paris-Rome. C'est énorme, mais pour autant, on continuera à dire que c'est la faute des personnes qui prennent l'avion. Et là, le problème du capitalisme, c'est qu'en individualisant nos combats, on remet la faute sur nous-mêmes. On fait croire que nous-mêmes, nous arriverons à changer les règles du jeu. Mais l'individualisation des combats ne s'arrête pas là. Il bloque aussi l'arrivée de nouvelles idéologies, de mouvements. En fait, le capitalisme instruit volontairement cette individualisation de combat, tout simplement parce qu'il permet de se protéger des émeutes, d'une opposition. Et finalement, il se protège de sa propre chute. Alors évidemment, il est clair qu'il reste essentiel de trier, de manger vert, de faire en sorte de ne pas abuser, de prendre des avions, de prendre les transports en commun. Mais il est clair aussi qu'il faut accuser les ultra riches. Au lieu de blâmer les petits pauvres qui doivent prendre leur voiture diesel parce qu'ils n'ont pas le choix, de blâmer les campagnards qui n'ont pas le choix que de prendre des voitures diesel, il faut blâmer ces ultra riches qui, eux, ont le choix, qui vont continuer à avoir des milliards de voitures de luxe, des jets, des bateaux, rien que pour eux pendant que le peuple meurt. Un autre point que j'ai oublié de mentionner en filmant la vidéo, c'est notre manque d'humanité. À cause de ce système capitaliste, nous nous visualisons différemment les uns des autres, et nous avons normalisé la déshumanisation. Il est devenu courant de juger les chômeurs, les SDF ou tout simplement les personnes pauvres. Au lieu de les aider, on les méprise.
Notre système nous apprend que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. À cause de l'argent, nous hiérarchisons la dignité humaine. On ne se révolte plus en voyant des gens mourir dans la rue, perdre tout et recevoir ni aide ni regard. Le démantèlement progressif des aides sociales en est un exemple parfait. Retirer le droit au chômage ou réduire les aides paraît normal et légitime parce que finalement, nous travaillons, donc pourquoi pas eux. Mais on oublie que la majorité des personnes en détresse ne demandent rien et que derrière l'excuse des abus, on prive des milliers de personnes de nourriture, d'eau ou même tout simplement de reconnaissance. Selon l'OMS, plus de 828 millions de personnes souffrent encore de faim en 2021, alors que le monde produit assez pour nourrir toute la population mondiale. Et cela ne concerne pas seulement les humains, les animaux aussi souffrent de ce système productiviste. Par l'obsession du rendement, nous avons créé des méga fermes industrielles où des milliers d'animaux sont entassés dans des cages minuscules. Les mêmes animaux que nous considérons adorables sur les réseaux sociaux. Comme le disait George Orwell dans La ferme des animaux, tous les animaux sont égaux, mais certains plus que d'autres. Ces élevages intensifs transforment des êtres vivants en un simple chiffre. Selon FAO, plus de 80 milliards d'animaux terrestres sont abattus chaque année dans le monde pour la consommation humaine. Et en parallèle, la chasse dite de loisirs continue elle aussi de tuer des millions d'animaux sauvages chaque année, souvent sous prétexte absurde de régularisation. Finalement, réguler ce que nous avons nous-mêmes dérégulé. Par ailleurs, si on regarde la quantité d'animaux aquatiques tués, cela est encore plus grand, plus de 120 milliards d'animaux tués chaque année. La surconsommation est la traduction la plus belle de la logique capitaliste. Vendre plus pour une qualité moins bonne, mais vendre plus pour un prix plus bas. Détruire pour l'écologie, mais vendre plus. Des publicités agressives, la normalisation du jetable, la surconsommation est la logique parfaite du capitalisme. À titre de comparaison, 100 milliards de vêtements sont produits chaque année et 92 millions seront jetés. Certaines études montrent qu'en Europe, la plupart des vêtements que nous achetons, nous ne les portons même pas. La surconsommation est un fardeau car elle pollue énormément. Mais surtout, plus nous consommons, plus nous faisons en sorte qu'elle produise. Finalement, la société de consommation responsabilise le consommateur. À l'aide de publicités, à l'aide de slogans, à l'aide de greenwashing même, elle fait en sorte que le consommateur se sente responsable. Si nous achetons, c'est parce que nous l'avons voulu. Non pas parce qu'on s'est fait avoir par les pubs, non pas parce que nous sommes influençables, mais parce que nous l'avons voulu. Et c'est ça que les sociétés veulent, que nous achetons en se sentant concernés, en oubliant volontairement l'exploitation de ces personnes pauvres dans d'autres pays. Ou alors l'impact climatique de ces vêtements qui sont de faible qualité, remplis de plastique, de produits chimiques, mais à faible coût. Finalement, les grandes entreprises utilisent la pauvreté pour pouvoir se faire du profit. Elles utilisent la pauvreté des autres pays pour les faire travailler, et utilisent la pauvreté de l'Occident pour les faire acheter. Finalement, on se retrouve à acheter des choses que nous ne voulons même pas. La société de consommation fera en sorte que nous ayons besoin de choses que nous n'avons pas besoin. Fera en sorte de rendre essentielles des choses qui ne le sont pas. La volonté de produire toujours plus entraîne déforestation massive, épuisement des sols, réouverture des mines et une surexploitation des ressources. Selon le Global Footprint Network, en 1971, le jour du dépassement par exemple, donc le jour où l'humanité a dépassé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an, tombait aux alentours du 25 décembre. En 2025, il est tombé en juillet. Aujourd'hui, nous vivons comme si nous avons besoin de 1,75 Terre pour subvenir à nos besoins. Maintenant parlons de santé. La santé qui concerne tout le monde, tant les riches que les pauvres. La santé est actuellement, avec notre système capitaliste, vue comme une manière de se faire du profit. Dans une société capitaliste, la santé elle-même est vue comme un moyen de se rapporter de l'argent. Alors en Belgique, on a de la chance. On a une très bonne couverture sociale. Énormément de nos interventions médicales sont remboursées et très bien remboursées. Mais dans d'autres pays comme aux États-Unis, la santé est tellement vue comme une marchandise que son coût en est énorme. Un coût qui est infaisable pour les personnes plus pauvres, mais évidemment faisable pour les personnes plus riches. Là aussi, par ailleurs, ça creuse les inégalités. L'accès à la santé n'est pas vu comme une nécessité, mais comme une manière de pouvoir faire acheter. Les épidémies, crises sanitaires sont aussi vues comme un moyen de se faire du profit. Finalement, notre système capitaliste ne peut pas concorder avec une santé accessible à tous. Parce que cela n'aurait aucun intérêt, aucun rendement. La santé n'aurait aucun rendement.
Or, notre système nous le demande, tout doit avoir un rendement, quitte à laisser des personnes mourir. Avec cette logique, finalement, il n'est plus essentiel de sauver des vies, mais plutôt de savoir combien est-ce qu'elles nous ramèneront. Par ailleurs, on parle beaucoup de chiffres, mais on omet toutes ces personnes qui sont réellement décédées. En réalité, le capitalisme surfe sur les crises. Crise climatique, les personnes qui vendent l'énergie verte sont les plus grands pollueurs. Crise politique, une guerre, c'est l'industrie de l'armement qui se fait un petit pactole. Crise sanitaire, c'est les industries pharmaceutiques qui se font un énorme pactole. Mais une autre chose qui impacte notre santé, c'est notre rapport au travail. Angoisse, stress, anxiété, tout fait que nous soyons de plus en plus anxieux à travailler. Le travail n'est plus un choix, mais une obligation, une nécessité. Dans le monde où tout est achetable et où rien n'est gratuit, ne pas avoir d'argent est un fardeau. Vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas manger, et finalement même votre dignité part. Alors il est nécessaire de devoir travailler. Et ça en devient angoissant de se dire que vous n'avez pas le choix de vous plier à des règles si vous voulez ne serait-ce que boire. Ou si vous avez une famille, vous n'avez pas le choix que de devoir travailler énormément pour pouvoir répondre aux besoins de votre propre famille. Finalement, l'humain n'est même plus vu comme un humain mais juste comme un consommateur. Et s'il n'a pas d'argent, c'est qu'il ne respecte pas les règles du jeu et ne doit donc pas être pris en conséquence. Finalement, nous avons normalisé le fait de travailler toute notre vie. On aurait pu profiter pleinement justement de notre santé en étant jeune, en étant parents de nos enfants, mais finalement le seul moment où nous pourrons profiter de notre vie, c'est au-delà de 70 ans. 70 ans où les cancers sont beaucoup plus présents, les risques cardiovasculaires beaucoup plus intenses, les maladies beaucoup plus puissantes. Et finalement, vous qui avez travaillé pour avoir un patrimoine toute vos vies ne pourrez même pas en profiter. Et à vrai dire, l'estimation de vie actuelle en Occident, il me semble que c'est de 86 ans, c'est-à-dire que vous avez un grand max de 15 ans à vivre. 15 ans où vous pouvez profiter d'une vie que vous avez gâchée pendant plus de 60 ans. En réalité, cette obsession du rendement a un impact non négligeable sur nos vies. Un impact non négligeable que l'on peut aussi voir dans l'industrie agroalimentaire. L'utilisation de pesticides est de plus en plus présente, et l'agriculture et l'élevage intensif se vont de plus en plus présents. Des lois la favorisant, des lois la défendant, mais au même titre que par exemple la loi Duplon en France qui défendait beaucoup de pesticides pourtant prouvés comme cancérigènes. Encore une fois, cela prouve cette nécessité de rendement au dépit des vies. Cette logique capitaliste ne défend pas la survie de nos vies, mais la survie de notre économie. En omettant finalement que si tout le monde a le cancer, cela aura un coût pour la santé et un coût sur l'économie. Finalement, bien que prouvés, nos pesticides restent et finalement traduisent cette volonté de croissance économique à tout prix. On détruit nos forêts, on détruit notre eau, on oublie finalement que tout ce qui est dans nos champs se finisse dans nos assiettes. Finalement, leur terre deviendra par ailleurs infertile, car les pesticides favorisent l'infertilisation des terres. Finalement, nous faisons tout pour une économie florissante, pour une économie croissante, au détriment de nos santé, au détriment de nos environnements, au détriment de nos populations. Sur le plan politique, le capitalisme a une influence non négligeable. Capture des institutions, lobbying massif, ou encore tout simplement financement des campagnes électorales à titre idéologique. Alors que les entreprises étaient plutôt neutres il y a plus de 100 ans, elles le sont actuellement ultra politisées. Elles, qui sont pourtant aux mains d'un seul grand patron, deviennent un levier dans les élections politiques. Les entreprises se politisent et surtout ont de plus en plus de pouvoir. Dans un monde où l'argent guide l'homme, des entreprises qui détiennent plusieurs milliards deviennent alors les grands électeurs de chaque campagne. À titre de comparaison, Donald Trump a gagné les élections de 2024, mais c'est en partie grâce à sa campagne massive. Meta, Tesla, Elon Musk, toutes ces grandes entreprises, même Apple, Microsoft, ont financé à hauteur de plusieurs millions de dollars la campagne électorale de Donald Trump. Mais Elon Musk n'a pas fait que ça. En Allemagne, il a favorisé le parti l'AfD, parti d'extrême droite en Allemagne, fasciste, revendiqué comme nazi, et qui d'ailleurs devient alors la deuxième puissance politique en Allemagne, notamment grâce aux campagnes d'Elon Musk. Le pouvoir économique se traduit par des lois, des dérogations, des régulations favorables aux entreprises,
même si elles nuisent à l'intérêt général, à l'environnement ou même à l'économie. De nos jours, les entreprises participent donc activement à notre vie politique et finalement influencent beaucoup plus que les électeurs eux-mêmes dans un processus démocratique. Finalement, ce n'est plus le peuple qui décide de qui voter, mais ces grandes industries, ces grands patrons qui favorisent leurs petits chouchous. Finalement, ces grandes entreprises sont aussi aux mains, avec des publicités, avec des émissions, avec des radios. Ils s'imposent partout pour imposer leurs idéologies. Les ultra-riches, qui avant se focalisaient que sur leur petite fortune, maintenant sont en vraie croisade avec l'idéologie woke. Quand on prend par exemple Bolloré en France, qui détient énormément de médias et qui n'a pas peur de revendiquer ses idées d'extrême droite, via des médias comme CNews ou Touche pas à mon poste, ce sont des émissions qui favorisent la normalisation de l'extrême droite. Les grandes entreprises, finalement, ces ultra-riches qui ont énormément d'argent, encore une fois, favorisent la montée de l'extrême droite, parce qu'ils ont tout intérêt à les favoriser. Plutôt que favoriser des socialistes qui vont demander la répartition de leurs richesses, ils vont favoriser l'extrême droite qui favorisera la réussite individuelle. Cela représente un réel danger, car plus le temps passe, plus la fenêtre d'Overton se décale. Ce qui n'était pas acceptable le devient parce que les grandes entreprises vont décider. Et finalement, l'extrême droite remonte grâce à cette banalisation des propos racistes, misogynes ou homophobes. Et finalement, notre démocratie flanche petit à petit vers un régime autoritaire, guidé par les ultra-riches. Finalement, quand on met de côté ces chiffres et ces réalités, le diagnostic devient clair. Le capitalisme, par sa logique de rentabilité, de concurrence sans borne, mais surtout d'accumulation sans contrainte, fabrique des crises qui s'embraisent les unes aux autres. Les inégalités favorisent l'augmentation des ressentiments, mais surtout des replis identitaires, qui par ailleurs nourrissent la montée de l'extrême droite. La concentration des richesses mondiales alimente une consommation à fort impact sur notre crise climatique. L'affaiblissement des services publics, mais surtout la marchandisation des biens communs, fragilise la cohésion sociale et l'accès aux soins. Et la capture politique empêche des réformes ambitieuses pour un changement de système, pour un changement de monde. Le fait que les ultra-riches soient finalement au pouvoir font que personne ne peut réussir à réformer nos sociétés. Ce constat n'est pas une simple constatation morale. Il appelle à des choix politiques et des transformations systémiques. Réformer le capitalisme en taxant, en faisant en sorte de répartir les richesses, en punissant non pas les plus pauvres mais les plus riches qui abusent de leur pouvoir. Des solutions existent pour contrer les impacts du capitalisme. Plafonner, faire en sorte que le cumul soit moins accessible, taxer les héritages, les gros héritages, taxer les grands pollueurs, non pas les pollueurs pauvres mais les pollueurs riches, faire en sorte que l'égalité existe finalement, ou alors la régularisation des CO2, la reconnaissance d'un mot écocide pour eux, d'une manière juridique, condamner les grandes industries polluantes, ou encore la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, la transparence des chaînes de production. Finalement, ce qu'il faudrait aussi, c'est rendre moins puissants ces grandes industries. Ce ne sont pas seulement souhaitables pour nos sociétés, mais essentiels pour notre survie. On ne se rend pas compte à quel point tout cela, même si chacun réussit individuellement, nous courra un à un vers un fossé inévitable. En conclusion, notre système nous a apporté énormément de confort, de biens matériaux et une économie mondialisée. Mais derrière ces courbes infinies et toujours revues à la hausse, il est nécessaire de rappeler toutes ces dérives. Destructions écologiques, creusement des inégalités sociales et économiques, déshumanisation des plus fragiles, instrumentalisation de la politique et affaiblissement de nos liens sociaux, le capitalisme n'est plus seulement un système économique, il est devenu le modèle de société. Et si nous voulons un jour un monde plus juste, il est temps de s'unir contre l'individualisme, d'arrêter de glorifier la réussite individuelle et de nous entraider, mais surtout de réapprendre à nous humaniser. Ce n'est pas qu'une question d'idéologie, mais bien une question de survie. À ce rythme, riche, pauvre, peu importe où vous êtes, mais notre monde ne tiendra pas longtemps. Pour construire un futur plus équitable, mais surtout de long terme, il faudrait déjà commencer à réformer en profondeur notre société.